Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci de nous rejoindre dans Ça fait débat. Nous recevons ce soir deux invités. Siaka Koulibaly, analyste politique, et Séraphin Bationo, inspecteur de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle. Il est aussi observateur de la vie politique à travers ses analyses. Avec eux, nous reviendrons sur trois sujets d'actualité, surtout trois sujets qui font débat. Désormais, l'État burkinabé contrôle 74,53% de son territoire. Nous en parlerons largement dans une poignée de minutes. Et puis l'autre sujet, les États-Unis, la spéculation justement autour d'une probable intervention des États-Unis au Mali contre le JNIM. Troisième et dernier sujet, un regard historique sur l'Afrique face aux conquêtes arabo-occidentaux-impérialistes. Bonsoir camarades et merci de nous rejoindre dans Ça fait débat. On est très heureux de vous avoir ici. Merci. Alors, c'est votre premier plateau Canal 3 Burkina. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici ? Oui, je suis heureux de partager mes analyses avec vous. C'est cela. Merci aux grands frères. Ça fait la deuxième fois ou la troisième fois que nous partageons un plateau. Voilà, je sais que nous allons vraiment apprendre les uns des autres. Mais surtout la première fois que vous partagez un plateau avec lui sur Canal 3 Burkina. On est très heureux. J'annonçais les sujets tout à l'heure. Face au Premier ministre burkinabé, le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique a annoncé qu'à la date du 30 juin 2026, 74,53% du territoire national est désormais sous contrôle de l'État. Un chiffre, des progrès enregistrés dans la lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce que ces chiffres représentent pour vous, Siaka Koulibaly ? Une performance, tout simplement. Si on veut résumer l'ensemble de l'information, une performance au regard de là où nous sommes partis, à savoir qu'en 2020, pour préparer l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel avait pris une décision qui disait que 17% du territoire ne pouvait pas faire l'objet des élections, ce qui signifiait que sur cette portion du territoire, il n'était pas possible d'assurer la sécurité des opérations de vote. Mais à l'époque déjà, on avait compris que 17% c'était un chiffre politique pour ne pas muter tout le monde, mais certainement c'était beaucoup plus que cela. Et si aujourd'hui, on a jusqu'à 75% de recouvrement du territoire des reconquêtes, c'est voilà, près de 75, 74 et quelques, c'est certainement une performance. Mais même là, il faut encore creuser pour dire que les chiffres qui sont annoncés, c'est un chiffre basé sur le programme d'activité du ministère. Ce qui signifie que c'est sur un ensemble d'actions qui a été évalué les 74%. Sinon, il y a peut-être des aspects où on est à plus de 75%. C'est cela. Voilà. Et on va justement écouter le ministre, avant de revenir poursuivre ce débat, on va écouter le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, justement à sa sortie d'évaluation. Nous sommes actuellement à un taux de 74,53%. Et comme on le dit toujours, même si nous avançons de 0,20%, ça représente beaucoup. Et là, nous avons fait pratiquement un bond d'un chiffre de pourcentage. Parce qu'en décembre, nous étions à 73,56. Là, nous sommes à 74,53. Cela représente beaucoup. Il n'y a pas un endroit au Burkina actuellement où nos forces de défense et de sécurité ne peuvent pas y aller. Nous pouvons aller partout et nous y allons. Et le taux qu'on vous donne, les 74,53%, c'est des territoires reconquis, pacifiés, sécurisés, avec le retour progressif des populations et aussi de l'administration publique. Donc c'est de là qu'il s'agit. Alors, camarade Bationo, on va vous permettre de réagir. Que signifie cette progression pour vous ? Pour moi, c'est un ouf, c'est un ouf de soulagement, parce que quand on parle d'une portion de notre territoire qui a été maîtrisée par nos forces de défense et de sécurité, d'abord il faut regarder derrière cette reconquête-là, comme l'a dit le grand frère, et il y a d'abord que c'est pacifié. Il y a de deux qu'on est en train de réinstaller les populations civiles, et il y a aussi que l'administration est en train de s'installer. Et si on regarde au-delà de tout ça, il y a sûrement des territoires où l'ennemi a fui et libéré qu'on n'a peut-être pas pu comptabiliser.
Et pour moi, je ne regarde pas les 74,56%. Non, je regarde au-delà. Et pour moi, c'est peut-être moins de 20% du territoire qui reste à être conquis. Voilà. Alors, camarade Siaka Coulibaly, comment ces chiffres se perçoivent sur le terrain? Quand on parle de chiffres, ça peut être beaucoup mathématique, mais concrètement, comment ces chiffres se perçoivent? Oui, c'est justement ce dont je parlais. C'est-à-dire que il y a les chiffres du ministère, c'est basé sur un ensemble de points qu'ils se sont donnés. Oui. Et c'est quand ils font le pourcentage à partir de ça. Donc, mais le rendu, le visible et le vécu est certainement un sentiment, comme le jeune frère l'a dit, un sentiment de satisfaction où nous sentons quand même qu'un progrès important a été effectué. Justement, moi, ma perception de cette question, et je trouve des éléments de confortation dans ce que le ministre a dit. D'accord. En ce sens que moi, ma grille d'analyse politique, je sépare la reconquête de la sécurisation. Ce sont deux axes différents. Pour moi, les 74-56, c'est plutôt la sécurisation. Parce que le ministre a dit 53. 53. C'est plus la sécurisation. C'est-à-dire que c'est les zones où on est sûr qu'il n'y aura pas des incidents. C'est cela. Le reste, c'est là où on s'est dit, bon, ici, c'est encore possible qu'il y ait des incidents. Sinon, le ministre l'a encore dit, il n'y a pas un seul endroit du territoire où les forces de défense et de sécurité ne peuvent pas se rendre. Et moi, mon critère d'analyse de la reconquête, c'est ce point-là. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires de la défense pour la patrie, vont partout, c'est cela? Peuvent aller partout. Ça veut dire qu'on n'a pas des hommes sur chaque mètre carré du pays. Mais dès qu'on annonce un incident, nos forces peuvent s'y rendre. C'est ce que ça veut dire. Par contre, vous vous rappelez très bien qu'il y a quelques années, il y avait des incidents qui se déroulaient, jusqu'à finir, même pour aller prendre les morts, c'était encore un enjeu. Et ça restait comme ça, les corps restaient dans la brousse, les chiens, les animaux en mangeaient, etc. Aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose qui est signalé, même une menace, nos forces peuvent se rendre. Et pour moi, mon critère de la reconquête, c'est ce point-là. Mais je respecte l'analyse, enfin le point fait par le ministre, parce qu'il y a plusieurs points que je ne connais pas tous, qui sont poursuivis, et c'est le point de tout ça qui donne le pourcentage qu'on nous a montré. Sinon, sur le terrain, nous devons reconnaître le travail effectué par nos forces de défense et de sécurité, les efforts consentis par le gouvernement sous la houlette du président du Faso, pour qu'aujourd'hui, il y ait une sorte de ouf. Mais on sait tous que la sécurisation n'est pas encore terminée. Elle n'est pas totale, parce qu'il y a encore des zones où il faut des convois pour partir livrer les marchandises. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a une possibilité d'attaque dans ces zones-là toujours. Et ça, c'est un travail qui reste à faire. Mais c'est un travail souvent qui peut revenir au fonctionnement classique des services de sécurité. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que même avant le terrorisme, on avait un certain niveau d'insécurité. On avait par exemple le grand banditisme qui sévissait. Vous vous rappelez la zone de l'Est, où il y avait ce qu'on appelait les braquages qui se déroulaient. C'est un niveau d'insécurité également. Donc, partout il y a dans tous les pays du monde, il y a l'insécurité. Et si on veut vraiment se comparer, on va prendre des pays comme les États-Unis, où si vous regardez le nombre de morts les morts violentes par an, c'est 10 fois plus que ce qui se passe au Burkina Faso. Mais on ne les considère pas comme des États défaillants et tout. Et ça, c'est l'analyse politique qui permet de faire ça. C'est cela. Camarade Bationo, est-ce que c'est ce que vous allez dire quand on dit qu'il n'y a pas un endroit au Burkina Faso où les forces de défense et de sécurité ne peuvent pas s'y rendre? Oui, parce que quand vous prenez actuellement de la manière dont nos FDS travaillent, il y a eu un moment où nous étions à la défensive. On nous attaque, on riposte. On nous attaque, on riposte. On nous attaque, on fuit. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous sommes à l'offensive. On essaie de les identifier et on frappe. Ce n'est plus la même chose. Pour dire, reprendre les propos du camarade ministre, aujourd'hui, il n'y a pas une portion de notre pays où nos FDS ne peuvent pas aller. S'ils identifient que vous êtes là, on vous rejoint, on vous mate. C'est ça.
Alors, quels sont les éléments qui militent pour une avancée dans la reconquête du territoire? Oui, il y a les chiffres qui sont là, hein, les chiffres que le camarade ministre vient de donner. Et comme je l'ai dit, hein, pour moi, ça dépasse ça. Et je partage l'avis du grand frère. Il faut qu'on essaie de voir la sécurisation et la reconquête du territoire. Aujourd'hui, c'est peut-être la sécurisation, nous pouvons parler de ça, mais la reconquête, il en reste un peu. Voilà, merci. D'accord. Alors, est-ce que c'est un tournant décisif quand on passe en 2025, en décembre 2025, à un certain pourcentage et aujourd'hui, on a quand même un petit progrès? On était à 73, 56. C'est cela. Est-ce que c'est un tournant décisif? Pas décisif, parce que, bon, quand on dit un point de progrès, ça semble petit. Mais ce qu'il faut noter, c'est le grand chiffre lui-même. On est dans les 74-75. Ça veut dire que beaucoup de travail a été effectué. Mais surtout, ça permet de répondre à ceux qui doutent de l'affirmation que le président du Faso a faite le jour où il a pris le pouvoir, en disant que en très peu de temps, on peut terminer le travail. Et les détracteurs ont beaucoup utilisé ces points pour dire oui, il avait annoncé qu'en 3 mois, ça aurait pu être résolu. Et puis voilà, après de 3 ans, 4 ans, ce n'est pas terminé. En réalité, je pense que si le plan de la reconquête, beaucoup a été réalisé, je n'ai pas envie de dire tout est bon. C'est cela. Parce que c'est la sécurisation qui est aujourd'hui utilisée pour nier les progrès. Dès qu'il y a un incident, on dit, ah voilà, il a dit qu'il allait régler en 3 mois, voilà encore une attaque. Or, si on fait le point, en ce moment, au moment où il parlait, il y a des endroits où eux-mêmes ils ne pouvaient pas partir. Il a dit lui-même qu'il y a des villages où on leur a dit de quitter parce qu'ils attirent les terroristes sur la population. Le fait que les militaires soient là. Aujourd'hui, toutes ces questions sont résolues. Donc, pour moi, son affirmation de régler la question du terrorisme, la question de l'insécurité, elle est réglée. Elle est réglée parce que la grande maîtrise est assurée. Nous sommes à l'offensive et ce n'est qu'une question de temps pour boucler l'ensemble du processus. Il y a aussi de l'acquisition militaire, l'acquisition d'équipements militaires. Est-ce que c'est ce qui aussi favorise une lutte très avancée? Oui, c'est l'ensemble. Il y a beaucoup d'actions qui ont été réalisées. C'est cela. Il y a d'abord l'équipement. Non, on commence d'abord par le grand recrutement. D'accord. Le nombre de VDP, 50 000. Dès son arrivée. Dès son arrivée. Oui. C'est-à-dire qu'avant même la fin de l'année, de septembre, avant la fin de l'année, les recrutements avaient été effectués. Et après, il y a eu d'autres recrutements qui se sont faits. Il y a d'abord ces grands recrutements, parce que la dimension du nombre, nous qui ne sommes pas du domaine, on ne voyait pas ça. Pour nous, c'est une question d'équipement ou de formation. Mais comme lui, il était sur le terrain, il avait compris ce problème du nombre-là. Si bien que dès qu'il a pris le pouvoir, quand il a dit 50 000, il y en a qui ont commencé à paniquer. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on pourra? Etc. etc. Aujourd'hui, on voit très bien que le nombre a joué dans le travail de la reconquête. Et là, ça me permet de rappeler une phrase de Staline. Il dit, la quantité est une qualité absolue. Ça dit que si on met du nombre sur le terrain, on noie l'adversaire qui, lui, a des problèmes de recrutement parce que son objectif est tel qu'il ne peut pas avoir tout le monde qu'il souhaite. Donc, c'est d'abord avec le nombre qu'on a submergé l'ennemi. Ensuite, il y a eu les achats d'équipements, les Kalachnikov en grand nombre. Peut-être vous ne savez pas qu'en 2016 jusqu'en 2020, les militaires allaient sur le terrain, parfois dans certains détachements, 4 soldats pour une Kalachnikov. Malheureusement. Malheureusement, et ça a occasionné des morts. Et dans cette Kalachnikov, il y avait peut-être 10 balles. Or, le chargeur lui-même fait 30 balles. Donc, c'est pour dire n'attaquez pas les terroristes, sinon vous allez mourir. Aujourd'hui, ces questions ont été résolues. Après l'équipement, il y a la réorganisation de l'armée elle-même, la transformation des troupes en BIR qui facilite le déplacement et surtout facilite l'occupation du territoire. Donc tous ces facteurs mis ensemble ont permis donc d'atteindre les résultats qui ont été annoncés
par le général Semporé. Il y a eu aussi, assez récemment, en 2025, le maillage, le nouveau redécoupage du territoire. Aujourd'hui, camarades Bationo, que doivent comprendre les Burkinabés en ce qui concerne la reconquête du territoire national? Oui, je vais m'appuyer sur l'analyse que le grand frère vient de faire par rapport à la réorganisation de notre armée. D'accord. Celui qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est quelqu'un, il n'est pas étranger aux questions de l'armée. Il s'y connaît, il a été sur le terrain. Et quand vous voyez l'organisation en bataillon, faites les recherches, vous allez voir, peu de pays peuvent se narguer d'avoir le nombre de billes que nous avons ici. Et par rapport à ça, quand il y a une action à mener, vite fait, la brigade la plus proche intervient directement. C'est cela. Voilà. Ce qui fait que aujourd'hui là, on ne peut pas s'asseoir et attendre qu'on vienne nous attaquer, mais c'est plutôt nous qui les traquons jusqu'à la limite de nos frontières. Voilà pour dire que il a dit pendant sa dernière sortie, il a une mission. Il a une mission, mais qu'est-ce que nous faisons pour que cette mission-là puisse être bien accomplie? C'est là qu'il faut voir les choses. Les complicités internes, les interventions externes, qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir l'accompagner dans cette mission? Et qu'est-ce que nous, on doit faire pour l'accompagner? Je parle en tant que citoyen burkinabé. En tant que citoyen burkinabé, et je le disais tantôt avec un ami, j'ai dit, nous nous sommes tus, nous sommes restés inertes, on a tué Sankara. Aujourd'hui, c'est nous qui devons protéger nos autorités. C'est nous qui devons protéger tous ceux qui sortent pour nous, ceux qui se battent sur le terrain. Nous devons tout faire pour qu'on ne puisse pas les atteindre. Parce que l'ennemi n'est pas à l'intérieur seulement. L'ennemi, il est au-delà. Même les grandes puissances veulent sa peau. Donc c'est à nous de le protéger pour qu'il puisse accomplir sa mission pour laquelle il est là. Voilà. Alors, je vous renvoie la même question, camarade Siaka Koulibaly. Que doivent comprendre les Burkinabés en ce qui concerne la reconquête du territoire? Que doivent faire les Burkinabés? C'est aujourd'hui d'abord d'adhérer aux orientations et aux décisions du président du Faso. Je pense qu'il a assez démontré son ambition de faire du Burkina Faso un pays qui fonctionne. Au-delà de la sécurisation qui est la première étape, il y a d'autres dimensions qu'il a déjà développées, qui sont par exemple de rehausser le niveau socio-économique de l'ensemble du peuple burkinabé, à partir des ressources dont nous disposons. C'est une ambition qui est en cours et qui va aussi... donc, pour moi, la première demande au peuple burkinabé, c'est d'adhérer d'abord au discours, d'adhérer aux décisions qui sont... Même si certaines sont difficiles, c'est un processus. Et que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle de la famille, quand on fait l'analyse de sa situation, on fait le diagnostic, on définit un certain nombre de règles à adopter. Par exemple, l'économie. Dans la famille, on dira par exemple, il faut faire attention maintenant, on va réduire le niveau, le train de vie pour pouvoir peut-être acheter un terrain ou une voiture, ça dépend de chaque famille. Donc c'est la même chose au niveau de l'État. Il faut amener le peuple à comprendre cela. Mais ce n'est pas difficile parce que c'est un peuple qui est déjà habitué à souffrir. Les statistiques n'étaient pas bonnes quand le président arrivait au pouvoir. Et depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, bon, ce n'est pas un pays dont on peut être fier du point de vue des statistiques du développement, l'alphabétisation, la santé, etc. Donc aujourd'hui, nous avons un leadership qui permet d'inverser la tendance négative qui était celle du pays depuis sa création en 1919. Donc, pour moi, j'appelle donc les différentes composantes du peuple burkinabé à adhérer à ces discours-là. Il y a ensuite d'autres actions sectorielles qui se déroulent, comme nous sommes en train de le faire. Nous faisons la communication des guerres pour accompagner le travail qui est réalisé à la fois par le chef de l'État et toute l'équipe gouvernementale. Donc, je pense que chacun à son niveau peut faire ce qu'il peut. Et ceux qui savent écrire, écriront l'histoire, feront la chronique. Ceux qui peuvent inventer quelque chose le font. On a déjà travaillé ensemble sur les inventions des jeunes. C'est cela. Donc, voici comment le peuple se met debout lorsque le contexte et le leadership le permettent. D'accord. Alors, progression exceptionnelle, on va le dire ainsi, parce que c'est seulement pour le premier semestre de l'année 2026. Il y a le second semestre qui est là. Quels sont les défis après cette progression sur le terrain? Quels sont les prochains défis? Oui, pour les défis, il faut noter déjà le fait de s'engager à garder le cap, de ne pas baisser les bras, parce que
la guerre, elle n'est pas seulement sur le terrain. Le grand frère l'a dit tantôt. La guerre, elle est d'abord informationnelle. Oui. Quand vous lisez les presses étrangères, tous les jours, on nous tire à boulet rouge pour faire ressortir, non, il y a eu tant de morts dans tel pays, il y a eu tant de morts dans telle région, mais on ne dit jamais il y a eu tant de morts au côté ennemi. Donc, le premier défi, c'est d'abord garder le cap, ne pas baisser les bras, continuer la communication au niveau des médias, au niveau même des leaders d'opinion, et aussi accepter aussi de perdre à des moments donnés. Quand je dis accepter de perdre, c'est quoi? Quand on est en révolution, il y a des choses qu'on doit accepter. En exemple, aujourd'hui, quelqu'un te dirait, ah, il y a eu un moment où je buvais 2-3 bières par jour. Nous sommes en révolution. Il faut accepter, perdre ces privilèges-là pour que le pays puisse avancer. Donc c'est ce sacrifice-là que nous demandons à tous les Burkinabés pour que le pays puisse avancer et gagner cette guerre. Est-ce que ces résultats sont discontinus quand on prend sur l'espace confédéral AES? Je ne maîtrise pas tout l'espace confédéral, mais je vais juste prendre l'exemple du Burkina. En tout cas, on sait qu'au Voilà. Mali, il y a des véritables combats qui se mènent. À tout moment. Mais quand vous prenez au Burkina en décembre 2025, ils étaient à 73,56%. Voilà. Comparativement à aujourd'hui, en tout cas, on évolue très bien. Voilà. Donc voilà pourquoi il faut garder le cap. Bon, au Mali, il y a des attaques à tout moment. Mais les informations qui nous reviennent, les informations qui nous reviennent, l'ennemi qui attaque, on ne peut pas l'empêcher d'attaquer, mais il ne partira pas. Il va rester là où il a attaqué. Bon, au Niger, c'est la même chose. L'ennemi vient, mais il ne repart pas. Progrès dans l'espace confédéral? Oui, progrès. Parce que dans une guerre asymétrique, il faut analyser les choses non pas du point de vue quantitatif, en termes de nombre de morts, en termes de destruction de biens, mais en termes politiques. Quels sont les objectifs politiques? L'objectif politique de l'ennemi dans la guerre asymétrique, c'est de rendre nos pays défaillants. C'est de déstabiliser nos États. Faire en sorte que le leadership ne permette pas d'atteindre les objectifs de l'État, qui sont la sécurité et la protection sociale des populations. Mais si on fait le point, cet objectif de l'ennemi n'est pas atteint. Donc, progrès. C'est comme le cas de l'Iran et des États-Unis. On dit dans une guerre asymétrique, celui qui était considéré comme le perdant n'a pas disparu, et celui qui était considéré comme le plus fort n'a pas gagné. Donc, l'Iran est considéré comme le vainqueur de la guerre. De ce point de vue-là, c'est un exemple que je prends pour expliquer que chez nous aussi, si on considère les objectifs politiques, nous sommes gagnants, parce que nous avons résisté et nous ne sommes pas tombés. L'objectif était de rendre notre pays et tout l'espace de l'AES comme, par exemple, la Somalie. D'accord. Vous savez, les États-Unis sont intervenus en Somalie en 1993. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, l'État n'existe pas en Somalie. Le territoire est occupé par des groupes. Si vous allez à une mission avec le gouvernement somalien et que vous devez vous rendre dans une partie de la Somalie, vous êtes obligé de négocier un passage avec un groupe, y compris les ministres. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas le contrôle. Siaka Coulibaly, quand on parle aujourd'hui des reconquêtes du territoire national, il y a le fait que les ministères composent. Le ministère de la Famille et de la Solidarité, est-ce qu'aujourd'hui, puisque au fur et à mesure qu'on reconquiert le territoire, il faut réinstaller les populations, est-ce que vous pensez qu'il faut renforcer les capacités de ce département-là? Oui, je pense qu'il faut renforcer. De toute façon, tous les départements ont besoin d'être renforcés, eu égard à leur rôle sur eux. Mais ce ministère en particulier, il faut le renforcer parce que ça fait partie de la guerre et de l'objectif politique dans la guerre asymétrique, qui est de démontrer que nous avons vaincu le terrorisme. Et l'un des critères, c'est la réinstallation des populations. Et comme on l'a vu, le ministère est passé aussi à l'évaluation, au même exercice que le ministre de la guerre. Et les chiffres qui ont été proposés sont des chiffres positifs. On a aujourd'hui un taux de retour important. Il reste à peu près 500 000 personnes en tout cas. Il reste, je pense, selon eux, 1 500 000 qui sont encore déguerpis, qui ne peuvent pas encore retourner chez eux. Donc ce sont des éléments qu'on peut rattacher au pourcentage du ministère de la guerre pour dire que
Le travail est en train de se réaliser. Maintenant, pour le ministère de la Solidarité, on pense que s'ils avaient peut-être plus de moyens, le nombre de personnes réinstallées pourrait être plus grand. C'est cela. Ce n'est pas parce que sur le terrain, on ne peut pas les remettre, mais s'il n'y a pas les moyens de les amener, bon, ça va prendre du temps. Puisque pour les réinstaller, il faut reconstruire les maisons, il faut rendre le lieu habitable, C'est cela. il faut installer des infrastructures maintenant. Par exemple, il faut faire des nouveaux points d'eau. On ne peut plus utiliser les puits, parce qu'il y a des gens qui ont été jetés dans les puits. C'est cela. Et même du point de vue mental, les gens auront du mal à boire l'eau des puits parce qu'on sait que des gens ont été jetés dedans. Même si dans ces puits en particulier, il n'y en a pas, l'idée est toujours là. Donc on passe maintenant des puits au forage pour qu'on puisse réinstaller. Ça fait beaucoup de moyens. C'est cela. Donc ce ministère a besoin d'être renforcé et c'est sûr que les prochaines programmations budgétaires vont permettre de régler cette question. On l'espère véritablement. Alors, on va vous permettre Voilà. en quelques mots Voilà. avant de passer au troisième, Voilà. au deuxième sujet. Voilà, juste pour dire que ce ministère a été un ministère stratégique. Le président, dans son speech, l'a dit la fois passée. Il y a beaucoup d'ONG qui venaient sous le couvert de vouloir aider les populations et qui étaient en train de travailler contre notre pays. Mais si ce ministère a assez de moyens, on n'a pas besoin qu'une quelconque ONG vienne et s'installe pour pouvoir faire des enquêtes qui vont se retourner contre nous. Donc pour moi, il faut financer vraiment ce ministère pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle. Voilà. Merci. Alors, probable intervention des États-Unis, intervention militaire des États-Unis au Mali contre le JNIM. Simple hypothèse, on va en parler tout à l'heure. Des informations relayées ces derniers jours évoquent une possible intervention militaire américaine contre le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM. Une hypothèse qui a rapidement fait réagir les autorités maliennes, lesquelles affirment n'avoir reçu aucune notification. On va écouter le ministre malien des Affaires étrangères. Nous savons qu'il y a beaucoup de journaux qui ont repris cette information. Nous n'avons aucune confirmation, aucune déclaration officielle des États-Unis ou d'officiels américains sur cette question. Nous attendons de voir quelle posture le gouvernement américain aura. Mais je peux vous assurer que le Mali n'est pas assis en train d'attendre que d'autres viennent régler notre problème. Il faut juste aller sur nos trois principes encore une fois, qui sont absolument très clairs pour travailler avec le Mali. Il faut respecter la souveraineté du Mali. Il faut respecter les choix souverains du Mali et prendre en compte les intérêts des populations. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que le Mali compte sur lui-même. Le Mali compte sur son intelligence, sur ses ressources, sur ses forces de défense et de sécurité, sur ses propres moyens pour régler les problèmes. Et la moindre des choses que nous pouvons attendre d'un partenaire est de venir demander au Mali de quoi le Mali a besoin. Alors, Siaka Coulibaly, cette supposée intervention, comment vous l'avez appris? Mais comme tout le monde, par les médias sociaux d'abord, et ensuite avec la déclaration du ministre qui a été obligé d'en parler. C'est cela. Tellement l'information, enfin, la prétendue information avait circulé. Ce que je veux dire, pour aller un peu dans le sens du ministre, c'est que les autorités américaines l'aient officiellement dit ou pas, c'est tout à fait la même chose. Parce que nous sommes, et ça, il faut se dire que cet élément est un élément de la communication des guerres. On lance une information ou une rumeur qui n'est pas confirmée officiellement, mais on lui donne une ampleur de telle sorte que ça atteigne les cibles. Et une fois que c'est fait, vous avez vu que les gens réagissent, ça veut dire que l'objectif réel, c'est de créer la psychose chez les populations. Parce que si il arrive que les États-Unis interviennent dans le nord du Mali, cela voudrait dire que l'État malien est défaillant. C'est le signal que cela va donner. Cela voudrait dire que les alliés de l'AES, à savoir les Russes, qui sont présents militairement au Mali, sont défaillants. C'est ce message que cela veut envoyer. Et là-dessus, il faut apporter les éléments de contestation qu'il faut pour dire qu'en réalité, l'idée d'une intervention éventuelle des États-Unis ou de l'OTAN dans le nord du Mali, c'est
pour continuer l'agression qui se déroule déjà à travers donc, les hordes terroristes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le nord du Mali a une particularité, c'est la présence des ressources, d'énormes ressources. D'abord le pétrole. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que pendant longtemps, la prospérité de l'Algérie a été basée sur l'exploitation du pétrole malien. Ils ont des oléoducs et des puits de pétrole du nord Mali en direction de l'Algérie qui lui permettent d'exporter du pétrole vers l'Occident, vers l'Europe en particulier. Aujourd'hui, au jour où nous parlons, il n'y a plus une goutte de pétrole qui vient du Moyen-Orient vers l'Europe occidentale. C'est fermé. Le détroit d'Ormuz, le détroit de Bab el-Mandab, ça c'est fermé. Le pétrole ne vient plus du Moyen-Orient. Par contre, tout ce qui est consommé en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Angleterre vient de l'Algérie. Or, on sait que c'est le nord Mali qui fournit le pétrole. Donc, pour empêcher qu'on coupe cet approvisionnement, il faut créer une situation où les autorités maliennes ne peuvent plus contrôler. Parce que s'ils commencent à bombarder, et naturellement, les militaires maliens ne pourront pas aller là-bas. Ils seront obligés de quitter Kidal, de quitter Aguelhok, de quitter Anefis. Donc, en ce moment, la zone sera vide de la présence. En ce moment, l'exploitation sauvage pourra continuer. C'est tout ça qu'il faut voir dans cette communication de guerre. Pourquoi cette hypothèse a suscité autant d'attention? On en a parlé beaucoup, hein. Il y a certains médias qui en ont repris. On a écouté tout à l'heure le ministre. Selon vous, pourquoi ça a suscité beaucoup de réactions? Oui, pour moi, ce que le grand frère dit tout de suite, c'est exactement moi ma pensée. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si dans cette zone du Mali, il n'y a plus de paix, ils sont libres d'exploiter les ressources comme ils le veulent. Nous allons prendre juste un exemple. Depuis le retour du président Trump au pouvoir, il y a 7 pays qui ont été attaqués. D'accord. Alors, est-ce que dans ces pays, aujourd'hui, il y a la paix? Est-ce que ce qu'ils ont avancé pour pouvoir attaquer a été résolu comme problème? Quand vous prenez le Yémen, vous prenez la Somalie, vous prenez la Syrie, vous prenez l'Iran, vous prenez l'Irak, vous prenez le Nigeria, le Venezuela, rien. Mais nous allons prendre l'exemple sur le Venezuela. Et pardon, le Nigeria. En quittant le Nigeria, Washington a fait cas d'une mission réussie. Le terrain dit le contraire. Aujourd'hui, c'est la psychose dans la zone au niveau des populations. Beaucoup de populations ont même quitté la zone parce qu'ils ont peur. Et ce qu'ils avaient avancé, que non, il y a des chrétiens qui sont persécutés dans la zone. C'était l'hypothèse. C'était l'hypothèse, mais est-ce que c'est résolu? Non. Donc, aujourd'hui, bien que ce soit des spéculations que nous faisons sur la probable attaque au Mali, acceptons que c'est des ballons d'essai. Et si on voit qu'il y a la réceptivité au niveau de l'AIS, au niveau du Mali, ils vont le faire. Voilà pourquoi nous devons, comme le ministre l'a dit, dire clairement les visions du pays et dire non à cette attaque-là. Alors, vous qui parliez tout à l'heure d'une intervention des États-Unis en Somalie, il y a encore les dégâts. Quels seraient les impacts s'il arrivait un jour que les États-Unis interviennent au Mali? J'en ai déjà parlé. Les impacts, ce serait de créer une zone de totale insécurité et surtout une zone de total non-contrôle de la zone par les forces de défense et de sécurité du Mali et de l'AES. C'est ça l'objectif. C'est de créer un endroit comme ça où personne ne peut venir parce qu'il y a des bombardements, il y a des opérations. Et en ce moment, le travail de maîtrise que les autorités maliennes sont en train d'assurer dans le nord de leur territoire, il ne pourra plus se faire. Oui. Et en ce moment, eux, ils ont la possibilité de procéder à l'exploitation des ressources sans rendre compte, sans payer ces ressources, sans payer les droits qui vont avec, etc., etc. Donc c'est encore un travail de recolonisation, de reconquête qui est entrepris. Et quand on voit les moyens qui sont déployés pour ça, il faut se dire qu'il y a beaucoup à faire. On a déjà parlé des hordes qui sont allés chercher en Syrie, des gens de Daesh qui ont été déportés et qui sont logés. Nos autorités pourraient faire leurs enquêtes là-dessus, qui sont logés, traités en Algérie et qui servent en Algérie et en Mauritanie
et qui servent à attaquer le Mali par le nord. Donc, eux, ils mettent beaucoup de moyens pour cela, pour pouvoir assurer le contrôle des ressources. Comme vous le voyez, ils ont perdu au Moyen-Orient un contrôle qu'ils avaient depuis au moins 80 ans. C'est terminé aujourd'hui. Ouais. Ça veut dire que même si la guerre s'arrête, les États-Unis ne peuvent plus dicter leur contrôle sur le Moyen-Orient. Et cela a un impact important sur l'économie américaine, parce que cette économie était basée sur certaines variables, hein, comme l'économie des guerres, mais aussi le pétrole. Vous avez entendu parler du pétrodollar, hein, qui était lié donc au Moyen-Orient. Ouais. Quand cette partie commence à ne plus être à leur service, ils sont obligés d'ouvrir des nouveaux chantiers. Les nouveaux chantiers, c'est le Venezuela. Vous avez vu qu'après l'opération Hold Up sur le président Maduro, les États-Unis ont obligé la vice-présidente à annuler les contrats sur le pétrole qu'il y avait avec la Chine et de signer de nouveaux contrats avec les États-Unis. Les États-Unis voulaient... le Venezuela vendait le pétrole à la Chine à 35 $ le baril. Quand les États-Unis ont pris la situation en main, ils veulent vendre le même pétrole à la Chine à 45 $. C'est-à-dire les 10 $, ça revient aux États-Unis. En tout cas, il y a beaucoup d'enjeux économiques. Voilà. Ce qui veut dire qu'il faut maintenant ouvrir d'autres chantiers. Et l'un des chantiers, c'est le Nord Mali où ça regorge de pétrole. C'est la même, parce que la même nappe va du Niger qui exploite déjà au nord du Mali. Et selon même certains spécialistes, il semble que ça vient jusqu'à Bobo-Dioulasso, la nappe j'oublie le nom de la nappe, mais ça viendrait jusqu'à Bobo-Dioulasso par exemple. Alors, des intérêts qui conduisent les États-Unis, est-ce que quand on regarde l'esprit des populations de l'AES, est-ce que les populations elles-mêmes seraient favorables à une intervention militaire? C'est impensable, hein, c'est impensable pour l'AES. Hein. Je vais au-delà du côté économique, voilà, que chez les États-Unis visent au niveau de cette partie de l'AES. Il y a qu'un ancien chef d'état-major de l'armée française a parlé de quelque chose de très important qu'il ne faut pas perdre de vue. Ils ont dit qu'à un certain moment, ils allaient déporter leur guerre contre la Russie sur le territoire africain. Et au regard de ce qui se passe, est-ce que ce n'est pas cela qu'ils veulent mettre en œuvre? Ils savent que la Russie est en train de prendre du terrain sur eux au niveau des pays de l'AES. Ils savent que les Ukrainiens sont des supplétifs des terroristes. Eux-mêmes, ils forment ces mêmes terroristes. Est-ce qu'ils ne veulent pas passer par là pour attaquer les Russes sur notre territoire? C'est la question qu'on doit se poser et essayer d'analyser froidement et avant d'apporter les solutions qu'il faut. Voilà. Alors, Siaka Coulibaly, je vous renvoie à la même question. Est-ce que les populations de l'AES elles-mêmes seraient favorables à une intervention militaire américaine? Je pense que sur ce point, il est nécessaire de beaucoup communiquer. D'accord. Parce que une partie de la population peut ne pas comprendre qu'on refuse les enjeux et refuser qu'on accepte l'aide d'un pays qui veut nous aider. On dit non, on veut bombarder le génime et puis les autorités vont dire non. Il faut expliquer qu'en réalité, ce n'est pas du tout contre le génime qu'ils vont assurer le bombardement, c'est le contrôle de la zone qu'ils veulent assurer. Et je vous ai parlé des grands moyens qui ont été déployés. Quand vous entendez, on dit l'Union européenne a voté 90 milliards d'euros pour l'Ukraine, j'écoute les analystes en Europe même qui expliquent qu'en réalité, cet argent ne va pas seulement en Ukraine. Une partie est reversée dans le Sahel pour soutenir ces opérations-là. Donc, il faudrait faire attention parce que sur le plan géopolitique mondial, on a aujourd'hui plusieurs théâtres. Vous avez d'abord le théâtre ukrainien, il y a le théâtre iranien, mais il y a le théâtre sahélien également, où les grandes puissances s'adonnent à une guerre par personne interposée. Et comme vous le savez, la Russie est notre allié aujourd'hui. La Russie nous aide sur le terrain. Donc, et aussi, il faut qu'ils déploient le front pour attaquer la Russie sur notre territoire. Donc, c'est une déportation de la guerre d'Ukraine dans le Sahel. Et vous savez en tant que de l'information que lorsque les hordes avaient déferlé de l'Algérie et de la Mauritanie en avril,
il y a eu des drapeaux ukrainiens qui avaient été exhibés. Donc vous comprenez tout de suite en avril 2025 que c'est un théâtre dérivé qui est le Sahel aujourd'hui. Et là-dessus, il faut expliquer aux populations que nous sommes dans une guerre et il faut savoir avec qui on fait l'alliance. Nous ne voulons pas de l'intervention des États-Unis dans cette partie du Mali parce que c'est une intervention qui ira contre les intérêts des peuples du Sahel. Est-ce que cela va aussi impacter sur les relations avec la Russie? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le contexte malien, il y a des éléments de l'Africa Corps qui est sur le terrain. Oui, je l'ai dit dans mon intervention, parce que s'il y a intervention des États-Unis sur le territoire malien, cela va sans dire qu'il y aurait confrontation entre les soldats russes et les Américains sur ce territoire-là. Et c'est ce qu'on a dit tantôt. Ils ont déporté leur guerre de l'Ukraine sur notre territoire. Et la guerre va s'intensifier. Si vous écoutez la semaine passée, je pense, aux États-Unis, au niveau du bureau ovale, ils ont lancé un appel aux pays occidentaux pour les demander d'aider les pays de l'AIS à combattre le JNIM. C'était pour préparer les esprits à cela. Donc pour nous, si ça arrive, il y aurait forcément confrontation entre les deux pays, pas chez eux, mais sur notre territoire. Mais est-ce que l'espace confédéral dit on ne veut pas de votre intervention? Est-ce que les États-Unis peuvent le faire obligatoirement? Ils en sont capables. Vous l'avez vu dans plusieurs, je parle de 8 pays, et de 7 pays du moins, ils en sont capables, et c'est à nous de voir comment nous pouvons nous préparer pour dire non à cela. Alors, Siaka Coulibaly, on va vous permettre de réagir sur la même question. Oui, pour poursuivre le développement qu'il a fait, et je pars sur la réaction donc des autorités de l'AES. On a déjà l'intervention du ministre des Affaires étrangères du Mali. On va certainement avoir une communication plus approfondie sur la question bientôt. Parce que quand des éléments comme ça apparaissent, les autorités ne peuvent pas se baser sur les réseaux sociaux pour développer une politique ou une position. Donc ils vont faire des recherches et savoir exactement de quoi ils y retournent. Et en fonction de cela, il va y avoir une réaction qui va peut-être arriver et on aura le point de vue réel. Mais je suis sûr que ça va aller dans le sens que nous disons. Parce que les éléments sur le terrain démontrent ce que nous sommes en train de dire déjà. Et nos autorités ont déjà beaucoup d'éléments sur tout cela, y compris la présence d'Ukrainiens. J'ai vu un communiqué de l'armée malienne qui dit que une partie des terroristes a été formée en Ukraine dans le maniement des drones. Donc, ils ont les informations, ils ont les données. Maintenant, s'il y a une opération qui est prévue rapidement dans cette zone-là, je suis sûr que les autorités vont rapidement se réunir. Et comme vous le savez, le secteur qui fonctionne le mieux dans le processus confédéral, c'est celui de la défense et de la sécurité. Et ils sont plus rapides pour se retrouver, pour discuter et puis prendre les décisions. Donc, moi, j'ai aucune inquiétude qu'une réponse sera conçue, une réponse sera proposé aux populations. Alors, troisième sujet de cette émission, l'Afrique face aux conquêtes arabo-impérialistes. On regarde ce VTR et on revient. On cherche à nous exterminer depuis longtemps. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Les gens sont venus. D'abord, les conquêtes arabo-musulmanes. Ça fait plus de 1000 et quelques ans d'esclavage en Afrique. Cette partie d'ailleurs qu'on cherche à effacer de notre histoire. Et beaucoup de gens ne savent pas, ils sont ignorants de ça. Qu'on a fait plus de 1000 ans d'esclavage avec les Arabes. Et le dernier marché d'esclaves a fermé, c'était en Médine en 1962. Vous faites semblant que vous ne savez pas. Et là, on castrait les hommes valides, là, on les castrait pour qu'ils n'enfantent plus. Ça n'a pas pu finir l'Afrique. Les Occidentaux sont venus pendant 400 ans. Nous déporter à des travail, nous tuer de toutes les manières possibles. Mais l'homme noir a résisté toujours. Mais pourquoi c'est aujourd'hui que nous ne pouvons pas nous rendre compte de ça, résister et changer la vapeur? Pourquoi? Tellement ils nous ont traumatisés, nous barbarisés, que nous-mêmes on les aime maintenant, on les aime plus que nous-mêmes. C'est ça le syndrome de Stockholm dont je parlais. C'est ça le problème. Et si on ne prend pas conscience de ça, on est perdu. On est fini. Parce qu'ils continueront à nous terminer d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que je vous raconte là, par des produits qu'on injecte et tout. Regardez le noir.
il aime plus ceux qui l'ont agressé hier que lui-même sa propre personne. Alors, camarade Siaka Coulibaly, quand vous écoutez ces mots, un peu de contexte historique, dans quel cadre s'inscrivent les conquêtes arabo-impérialistes? Les conquêtes arabes ont eu lieu dans l'histoire, en Afrique, c'est vrai. Cela a préfiguré l'intervention de l'Occident, quand celui-ci a été prêt pour sortir de son espace. Ils se sont basés sur ce que les Arabes avaient déjà fait en Afrique. Je vous rappelle que la théorie principale de la colonisation occidentale, c'était que les Noirs n'ont pas d'âme. Donc, ce sont des êtres qu'on peut agresser, on peut exploiter, on peut les faire travailler comme des bêtes, voilà, selon leurs objectifs. Mais cette théorie de l'Afrique, le Noir n'a pas d'âme, vient des Arabes. Dans les écrits de Ibn Battuta, on retrouve les éléments. Donc, les Occidentaux ont trouvé ça et puis ils ont développé la même théorie. C'est pour ça que la colonisation occidentale, l'exploration d'abord et la colonisation ensuite, c'est basé sur ce qu'ils appellent la mission civilisatrice de ces zones qu'on considérait comme des zones sauvages, des terres neutres. Et pour revenir à l'aspect de l'arabe, la présence aujourd'hui de l'islam dans nos sociétés provient en partie de ces conquêtes arabo-islamiques qui ont, par la guerre, conquis des zones. Et une fois que les zones sont conquises, on soumettait les populations à la religion. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, entre autres, on a l'expansion donc de l'islam dans notre zone. Et le point que le chef de l'État soulève, c'est que ces conquêtes ont eu lieu dans l'histoire, c'est vrai, mais leur impact continue aujourd'hui en termes de posture des Africains vis-à-vis de l'agressivité extérieure. Et lui, son objectif, c'est de faire un éveil de conscience sur ces points-là et pour préparer son peuple à s'organiser pour résister aux agressions extérieures. C'est ça le développement et le raisonnement que le chef de l'État essaie de faire ici. Et effectivement, au-delà du discours de Ouaguia, il va falloir développer un autre arsenal de communication et même de formation, d'organisation, pour que l'esprit qu'il a développé ici, on commence aujourd'hui à inverser le travail négatif qui a été effectué pour que les Noirs deviennent des gens mentalement autonomes, capables de se défendre sur tous les plans, à la fois sur le plan intellectuel, sur le plan militaire, sur le plan économique, et ainsi de suite. Alors, vous y consacrez beaucoup d'attention sur vos plateformes, sur les réseaux sociaux. Rappelez-nous un peu le contexte de cette conquête-là. Ok, par rapport au contexte, je vais remonter à l'an 734. D'accord. Mais avant l'an 734, les Arabes avaient commencé à soumettre les Slaves. C'est de là même que vient le terme esclave. C'est eux qui avaient commencé à soumettre et à les amener à l'esclavage, à travailler pour eux. Ils ont continué jusqu'en Europe. Et en 734, ils ont été battus à Poitiers. Ils ont replié et ils ont été accueillis dans un royaume appelé Ouagadou. Et à Ouagadou, vous savez que l'Africain, il est vraiment hospitalier. Et quand ils sont arrivés, on les a accueillis, on les a donné un quartier. Et il y a un quartier qui s'appelait Kombi Salé. Kombi était habité par les animistes. Et l'autre partie de la ville, c'est Salé, qui était habité par les Arabes qui venaient d'arriver. Ils se sont installés. Ils ont commencé à corrompre les proches du roi par l'or. Et quand tu acceptais à être converti à l'islam, tu avais des privilèges. Et vous voyez, de l'an 734, ils ont préparé leur intervention. Et il fallait attendre l'an 1076 pour qu'ils assassinent le roi de Ouagadou. Et le royaume a disparu. C'est de là qu'est partie l'invasion de toute l'Afrique occidentale. Oui, donc quand on parle de contexte, c'est comme ça. Ils préparent ça de manière lointaine. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe.
le président l'a dit, il y a combien qui ont reçu des financements venant de l'extérieur, on ne sait pas c'est pourquoi. Et quand ça arrive, des gens commencent à corrompre des gens pour pouvoir faire certaines réalisations. On a vu ce qui s'est passé au Burkina, quand la première personne a commencé à faire des évangélisations, ou bien comment je vais appeler ça, des prêches. Voilà, des prêches, parce qu'il est allé en Arabie Saoudite, il a fait une petite formation, il est revenu, on l'a financé, il a créé une radio, il a commencé à recruter les jeunes. C'est de ça que le président veut parler. On commence un peu, les finances commencent à rentrer. C'est une forme de corruption, comme ce qui s'est passé à Ouagadougou entre 1734 et 1076. Donc faisons vraiment attention pour revenir aux fondamentaux et savoir qui nous sommes et ne pas rester dans ce que le président a traité tantôt, le complexe de Stockholm, oui, qui fait qu'on aime notre bourreau plus que nous-mêmes. Aujourd'hui, ça se passe sur les réseaux sociaux quand vous lisez. Oui. On attaque le président par rapport à ce qu'il a dit. Même moi, quand j'ai fait une intervention scientifique avec les références, beaucoup sont rentrés pour dire que je suis un vendu. Bon, mais je sais que je suis burkinabé. Je défends mon pays. Mon pays passe devant tout, avant toute forme de religion. Voilà. Alors, toutes ces réactions, M. Koulibaly, est-ce que c'est par manque de connaissances? Parce que c'est la question que le chef de l'État a posée. Non. Ce n'est pas par manque de connaissances. Ce sont des réseaux organisés qui ont des objectifs bien précis et qui sont ce que nous appelons les officines de l'impérialisme, qui a encore ces réseaux présents ici. Et c'est une des tâches importantes que le président s'est donnée, c'est de non seulement combattre directement l'ennemi physique qui agit, mais aussi de déraciner les stigmates de l'impérialisme dans notre pays et qui se manifestent par ces gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui font semblant de défendre les intérêts du pays en attaquant les autorités, mais en réalité, ce sont des gens qui sont organisés, structurés, financés et mis en action par les impérialistes. Donc, ce combat va venir. Le discours de Ouagadougou, comme on l'a déjà dit, c'est un discours charnière. C'est cela, pour préparer les mentalités. Voilà, qui prépare un changement important. Donc, à partir de là, et comme vous le voyez, le résultat du terrorisme contre le terrorisme sont déjà bons. Et on passe maintenant à la phase de la lutte contre l'ennemi intérieur, où on va trouver des gens qui n'ont pas d'armes dans leurs mains, qui n'agressent personne, mais qui sont des dangers plus importants que les terroristes. Et c'est ce travail qui va être réalisé, qui demande de l'organisation, qui demande des conceptions, qui demande des recherches, comme le chef de l'État le fait. Il fait lui-même les recherches, il trouve les informations et il parle en fonction de ces données-là. Donc ce travail doit être continué pour qu'on déracine donc, la mentalité qui a été instaurée depuis des millénaires hein, dans les esprits africains, pour faire en sorte que l'homme nouveau africain naisse et qu'on puisse atteindre ce qu'on appelle la renaissance africaine. Alors, repenser la religion. Le chef de l'État le disait dans le discours de Ouagadougou, il faut former nos religieux ici. Est-ce que vous pensez comment d'abord y parvenir? Oui, mais avant d'aborder la réponse, permettez-moi de réagir un peu sur un aspect de la réaction du président du Faso. Voilà, il a parlé du fait qu'on castrait les esclaves qu'on amenait pour la vente voilà, en Occident, et pas en Occident, en Arabie Saoudite. Alors, je voudrais que tout un chacun essaie de faire un travail de recherche pour la mémoire. Quand les arabo-musulmans arrivaient dans un village, ils se parquaient et ils attendaient la nuit. La nuit venue, ils attaquent tout le monde. Ils tuent femmes, vieillards, hommes, et ils apportaient les femmes et les enfants. À l'entrée de midi, il y avait ces séances de castration. Il y avait deux types. Il y en a où c'est seulement les testicules qu'on écrasait. Et la deuxième qui était la plus féroce, on raclait non seulement les testicules, mais la verge. Et on mettait un bambou au niveau du lurette pour que ça ne se referme pas. Et on enterrait celui qu'on venait de castrer dans du sable jusqu'au buste pour pouvoir stabiliser. Mais avant de l'enterrer, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait de l'huile chaude et du feu rouge pour la cicatrisation.
Et Stanley, dans ses recherches, a dit que tous ceux qu'on castrait, 1% survivaient. Alors, quand vous voyez cette atrocité, nous, Africains, pourquoi on n'enseigne pas ça à nos enfants? Il est bien vrai que ça a été une traite qui a été mal documentée par rapport à la traite transatlantique, mais il nous revient, nous qui nous disons intellectuels aujourd'hui, de faire cette recherche de mémoire-là pour permettre à la génération future-là de connaître la vérité et de pouvoir prendre ses marques. Maintenant... Faut-il repenser la religion? Voilà. Pour moi, c'est oui. Oui, pourquoi? Une religion consciente. Je m'engage dans une religion où il y a aussi la science. Je ne m'engage pas dans une religion parce qu'on m'a dit non, il faut avoir peur de l'enfer et tout est désarmé. Non, il faut repenser la religion pour que je puisse savoir si je m'engage pour quelque chose, que je comprenne les tenants et les aboutissants. Pour moi, c'est ça. Voilà. Alors, Siaka Coulibaly. Oui, c'est une question importante, comme je l'ai déjà dit, hein, qui nécessite beaucoup de travail. Je travaille avec les chercheurs, avec les politiques et surtout les communicateurs pour qu'on puisse inverser le destin qui a été inscrit aux Africains et aux Noirs. Ce qui fait que, bon, pour l'instant, nous discutons de ça comme ça, mais ça nécessite tellement de travail que c'est difficile aujourd'hui de finir le débat là-dessus. Donc, on dit ce qui peut être fait rapidement. La religion doit être réformée. Le chef de l'État a commencé à donner des éléments. Bon, pour le moment, on n'a pas encore du concret là-dessus. Mais il a dit, il faut qu'on produise, par exemple, les prêches des imams. Bon, le contenu, on ne peut pas le donner aujourd'hui. C'est un travail qui doit être réalisé. Il faut trouver d'abord parmi les musulmans ceux qui sont d'accord avec cette approche des réformes et à partir de là générer voilà, le nouveau contenu. Bon, mais comme ce n'est pas encore à l'ordre du jour, on va voir comment ça va se passer. Mais c'est valable pour toutes les religions. C'est cela. Y compris le christianisme bien aussi, entendu. Où il y a aussi beaucoup de choses à dire sur les méfaits de cette religion sur les Africains, l'esclavage aussi. Et tout ça, il faut revoir. Déjà, comme le Burkina Faso est à la pointe de la Renaissance africaine, nous avons déjà ouvert l'espace pour les pratiques culturelles africaines ancestrales, avec le 15 mai. C'est cela. Et ça, c'est très important parce que je vais donner un seul petit exemple pour montrer comment c'était justifié. Très rapidement. Dans l'espace rural africain burkinabé, les chefs traditionnels, par exemple, n'avaient pas d'espace. Ils étaient obligés de s'adosser soit au christianisme, soit à l'islam, pour exister. Mais comme ils ne sont pas les maîtres dans ces deux domaines, ils étaient à la queue du peloton. Mais en créant le 15 mai, on a ouvert l'espace propre à la chefferie traditionnelle, qui aujourd'hui, à son espace, peut faire ses cultes, égorger, organiser les rassemblements, ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que c'est à partir de l'esprit que commence le travail des renaissances. Et ce que le chef de l'État dit, il y a de la continuité, il y a de la cohérence dedans. C'est tout ça qui doit être pris en compte pour qu'on puisse aboutir à un Burkinabé nouveau, un Sahélien nouveau, un Africain nouveau, qui puisse se positionner sur le monde et regarder l'avenir. Merci pour ces analyses. Alors, on est à la fin de cette émission. Je vous donne 30 secondes pour dire votre dernier mot. Merci beaucoup pour l'invitation déjà. Pour dire que par rapport aux trois sujets que nous avons abordés aujourd'hui, il y a beaucoup à dire. C'est cela. Beaucoup à dire et nous allons continuer le combat autrement, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec la jeunesse, nous allons continuer le combat. Et à vous aussi, continuez et félicitations pour le travail que vous êtes en train d'abattre. C'est cela. Nous avons à donner notre soutien
au chef de l'État et à son gouvernement pour le travail qui a été fait et ce qu'il continue à faire pour que le noir reste le noir qui est fier de lui et qui peut rester devant tout le monde et dire non, je suis fier d'être noir. Et nous, on est très heureux de vous avoir eu ici sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes Séraphin Bationo Babou. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal 3 Burkina. Vous êtes inspecteur de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle. Merci et merci d'avoir été là. Et puis Isiaka Coulibaly qui partage régulièrement notre plateau. On est très heureux, on a été très heureux de vous avoir ici sur ce plateau. Merci pour toutes ces analyses. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. C'est ici que nous mettons un point final à cette émission. Ça fait débat. Merci à toutes les équipes techniques derrière cette émission. On se retrouve prochainement pour un autre numéro.